Bienvenue à tous, merci de la confiance. Je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde à attendre cette émission. Une émission qui va s'appesantir sur la bonne gouvernance, la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. L'inspection générale des finances, oui, elle fait parler de lui depuis quelques temps ici en RDC avec un animateur, Jules Alinguete, des nouvelles missions. On a relancé par le président de la République le gouvernement, comment cette structure dépendante du président de la République, de son cabinet, compte encadrer la gestion, la bonne gouvernance, doit cibler désormais les centres de coulage des finances publiques. Comment les mandataires gèrent, le membre du gouvernement, les finances publiques, tout simplement. On en parle aujourd'hui avec ces messieurs, ces Congolais dignes, patriotes, avec des journalistes que vous allez découvrir tantôt. Pour le moment, je l'invite donc à nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, Jules Alinguete, je vous invite à venir sur ce plateau. Vous pouvez l'applaudir, parce que vous êtes accompagné de les membres de votre cabinet, ceux qui vous accompagnent au jour le jour. Vous êtes en ce moment ici en RDC, l'homme le plus prisé, pour ne pas dire l'homme le plus apprécié dans votre lutte contre la corruption. Ah bon? Oui, c'est ce que les sondages nous révèlent. Dès qu'on cite votre nom, les prédateurs tremblent. Dès qu'on cite votre nom, dès qu'on parle de l'IGF. Lorsqu'on cite l'inspection générale des finances. Vous l'incarnez aujourd'hui parce que vous êtes au service du pays et du cabinet du président, mais vous avez en quelque sorte révolutionné ce secteur. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est un rendez-vous qui était annoncé depuis 4 jours ici à Télé 50. J'ai reçu quelque chose comme 250 questions vous concernant. Je vais vous inviter à vous asseoir. Merci. Vous allez vous asseoir et aujourd'hui, vous allez être interviewé par Beledou, Dou Jésus, Élisée Wodia, Gauthier Sey et Floride Zantoto, pour parler des finances publiques en République démocratique du Congo, pour parler de ce que vous faites, ce que vous avez commencé à faire, et surtout ces nouvelles missions qu'on vient de vous octroyer par le gouvernement et le président de la République. Cette émission, pendant 52 minutes, presque 1 heure, est-ce que vous allez nous parler franchement, en évitant la langue de bois, nous donnant des précisions sur ce que vous faites? Vous allez faire de la politique? Je ne suis pas politicien, moi je suis un haut fonctionnaire, donc j'ai toujours été franc. Donc vous aurez des réponses à vos préoccupations. Alors, qu'est-ce qui fait de vous l'homme le plus redouté en ce moment? Votre service existait depuis bien longtemps, vous avez été relancé par le président Tshisekedi, mais l'IGF est symbole, comme le président l'a dit lui-même, de l'empêcheur de faire des bêtises au niveau des finances publiques. Non, je ne pense pas que je sois dès que vous aboyez, les gens s'arrêtent. Non, je ne pense pas que je sois l'homme le plus redouté, mais c'est l'inspection générale des finances qui aujourd'hui est un service redoutable. Et c'est là par le fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a mis la corruption, la lutte contre la corruption au centre de ses préoccupations, a bien voulu redynamiser l'inspection générale des finances, et tous les inspecteurs qui composent ces services ont compris l'importance qu'attache l'autorité des tutelles à l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion publique, et ils se sont alignés à cette vision. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances fait parler d'elle. Donc c'est par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et l'alignement de tous les inspecteurs. C'est vraiment ça. Est-ce que vous pensiez, en venant à l'IGF, que le travail que vous avez enclenché là-bas allait donner ses résultats? Cette image de l'IGF aujourd'hui unanime au sein de l'opinion. Oui, et si vous suivez les discours que j'avais faits, quand j'avais pris mes fonctions le 7 juillet 2020, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous l'avions déjà planifié. Je vous rappelle que
je suis né à l'inspection générale des finances professionnellement. Et je suis entré le 5 janvier 1989 et depuis, je suis dans la maison, je connais par où ça sointe, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre de l'ordre, donc c'est ma maison. Je voulais aussi en profiter pour rectifier quelque chose. L'inspection générale des finances ne fait pas partie du cabinet du chef de l'État. L'inspection générale des finances est une administration. Donc c'est un service public, mais qui relève de l'autorité directe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du cabinet, mais vous relevez de l'autorité du président. Voilà, donc nous sommes un service public qui relève de l'autorité directe du chef de l'État. Et quand on parle du cabinet, nous ne faisons pas partie du cabinet du chef de l'État. Très bien. Alors je signale par ailleurs que vous venez de lancer une grande campagne qui concerne les jeunes, qui doivent être sensibilisés par rapport à la lutte contre la corruption, qui a réuni ici des ministres et beaucoup de jeunes ici à Kinshasa. Ça portait sur quoi d'abord cette campagne? Bon, tout est parti de la décision prise par les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre la corruption de mettre l'année 2025 sous le thème de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. En fait, les Nations Unies ont réalisé que pour demain avoir une nouvelle génération de gestionnaires conscients des enjeux de la bonne gouvernance, il faut aller dans les écoles, dans les universités, dans les milieux de jeunes, prêcher la bonne gouvernance, prêcher la lutte contre la corruption, dans l'espoir d'ici 5 ans, 10 ans, que nous puissions avoir une nouvelle génération de gestionnaires consciencieux. Et la République démocratique du Congo a fait sienne aussi cette recommandation des Nations Unies pour lancer la campagne de mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption et au patriotisme. Tout a commencé le 9 décembre 2024 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'inspection générale des finances avait accueilli ici à Kinshasa plus de 15 pays africains qui sont venus pour commémorer la journée internationale de la lutte contre la corruption. Et à cet effet, nous avions pris l'engagement pour 2025 de commencer dès le début avec la campagne telle que les Nations Unies recommandent au niveau des universités, des écoles, au niveau des jeunesses. Voilà pourquoi le 3 mars, Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a pris son temps en dépit de ses multiples occupations pour venir lancer au nom du chef de l'État cette campagne destinée aux jeunes qui va s'étendre sur toute l'année et sur pratiquement toute l'étendue du territoire national. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça concerne que les jeunes de Kinshasa? Là, nous sommes suivis ici à Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire. La deuxième phase aura lieu entre les 25 et les 28 mars à Kolwezi, avec les jeunes de la province de Lualaba. Donc, c'est sur l'ensemble du territoire, ça va aller Kolwezi, ça va aller la province de Chopo, un peu plus ailleurs. Donc, nous avons un programme avec le ministère de la Jeunesse pour ça. Il ne faut pas oublier Mbujumaï, hein? Merci beaucoup. Parce que ça me tient beaucoup à cœur. Il y a aussi un peu de corruption là-bas. On a suivi l'affaire des 3 millions pour ceux qui nous suivent, mais c'est notre dossier. Question directe. Vous vous sentez à l'aise quand il y a ce type de témoignage-là Vous dormez bien? Je voudrais sincèrement vous dire que ce que vous venez de projeter, je suis émerveillé à voir l'immensité du travail qui a été fait en 4 ans en matière de lutte contre la corruption, la sensibilisation, la répression. Et j'estime que c'est énorme. Mais comme nous l'avions dit, il y a encore beaucoup qui reste à faire parce que vous devez comprendre que la corruption est un système. Il n'y a pas un corrompu, mais il y a des corrompus. Derrière un acte de corruption, il y a plusieurs personnes qui se trouvent derrière. Donc nous devons toujours continuer à faire ce travail, à faire exister et tonifier les services de contrôle de manière
à repousser suffisamment cette antivaleur dans la gestion publique pour laisser la place au développement de notre pays. Merci beaucoup. Je vais inviter maintenant, parce que nous sommes en direct le 8 mars 2025, et Élisée Odia, une dame, grande journaliste de la RDC, à qui on donne le micro maintenant pour une série de questions à Gilles Olinguete, qui vient de bénéficier du retour de la patrouille financière. Il semble que ça donne des sueurs froides, hein, à certains, mais pas tous, à certains. On va essayer de parler de cette patrouille financière, mais bien avant, nous étions tous là le 3 mars dernier, lors du lancement de cette campagne, et on a tous senti cette odeur-là, l'odeur de détournement. Pourquoi 4 ans après, devons-nous continuer à sentir cette odeur-là? Pourquoi? Pas de polémique. 4 ans après, pourquoi devons-nous continuer à sentir cette odeur-là? Pas de polémique, Élisée Odia. Je ne sais pas s'il y avait l'odeur de détournement dans la salle. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Mais ce que vous devez savoir, il n'y a aucun pays au monde qui a réussi à éradiquer totalement la corruption. Tant que les hommes existeront, il y aura toujours la corruption. Mais ce que nous faisons, ce que les pays font aujourd'hui, c'est de repousser suffisamment ces fléaux de manière à ce que le développement puisse prendre place. Il y a une corrélation directe entre le développement et la corruption. Plus il y a la corruption, plus il y a le sous-développement dans les pays. Donc, dans cette élite-là, nous faisons un effort pour que la corruption soit le plus minime possible pour permettre à ce que le développement puisse vraiment prendre sa place. C'est au fait tout le travail que nous faisons. Mais il est illusoire de penser qu'on va totalement éradiquer la corruption. Il n'y a aucun pays au monde qui est arrivé. Les États-Unis, pas encore. Les pays scandinaves, pas encore. Mais Gilles Olinguete, les pays les plus modernes à je la vous coupe matière. pas. Élisée Odia va continuer. Oui. Les degrés de corruption dans ce pays, c'est pas l'odeur. C'est quasiment l'ambiance dans laquelle on baigne. C'est même pas 5%. C'est pas même 20%. Quel est notre taux? Oui, c'est une très belle question. Mais vous devez savoir d'où nous venons avec ce phénomène de corruption. Si vous prenez les statistiques de notre finance publique en 2020-2019, vous allez vraiment comprendre, je l'ai plusieurs fois expliqué, qu'on était à un taux de corruption dans les actes de gestion autour de 80%. C'est au fait la situation c'est catastrophique. La situation qui était dans le pays. C'est un pays qui n'a jamais réellement mis en place une politique de lutte contre la corruption. J'arrive, je termine. Oui, je vous en prie. Alors donc, la corruption était déjà dans l'ADN de tous les gestionnaires congolais, qui ne sait pas aujourd'hui que hier, quand on était nommé, c'était une occasion pour les personnes nommées de dire c'est notre tour de se servir de deniers publics. Alors donc, quand on vient mettre en place une politique de lutte contre la corruption dans un tel environnement, la progression tient compte des résistances, des phénomènes, parce que le phénomène qui a pris racine. Alors moi, j'estime aujourd'hui, en 5 ans, la République démocratique du Congo a fait des progrès énormes, très énormes. Donc aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on est passé de 80% des taux de corruption dans les actes et on est autour de 50% aujourd'hui. Ah, c'est quand même bien. Et donc, ces statistiques, je peux bien les dire, je ne les dis pas en l'air, parce que l'ONG chargée de publier l'indice de corruption au monde reconnaît les efforts de la République démocratique du Congo. En 5 ans, nous avions pu gagner autour de 15 places dans les classements de l'indice Transparency. Ça signifie qu'il y a des efforts énormes que le pays a fait, mais nous devons continuer à travailler dans ce sens-là pour que d'ici 5 ans, 10 ans, que nous puissions sensiblement réduire le phénomène. Mais il y a vraiment des progrès très significatifs. Le problème de la corruption, de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo n'est pas dans la sensibilisation, n'est pas dans la dénonciation, diront certains, mais c'est dans l'impunité. Est-ce que vous partagez cet avis-là?
Non, je ne partage pas cette approche de penser que la question de la lutte contre la corruption, c'est dans la répression. Non. La question de la lutte contre la corruption a plusieurs actes. Il y a la prévention qui est un élément très très important et il y a les mécanismes de contrôle qui doivent être mis en place et il y a la répression. Donc il faut dans la prévention que nous puissions travailler pour sensibiliser toute la population, sensibiliser les gestionnaires, sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la corruption. Si tout le monde prend conscience que la situation de sous-développement qui caractérise les nations est tributaire plus particulièrement de la corruption et des détournements des deniers publics, les gens vont prendre conscience et commencer à renoncer à ces actes. Donc la sensibilisation, la prévention est un élément important. Deuxième élément, c'est la mise en place des systèmes de contrôle efficaces qui permettent de repousser la corruption dans la gestion publique. C'est pour cela, depuis 4 ans, en République démocratique du Congo, nous avions mis en place, l'inspection générale des finances, je voulais dire, a mis en place les systèmes de contrôle a priori, qu'on appelle aussi système de contrôle ex ante ou la patrouille financière. C'est un système très efficace parce que, comme vous devez le savoir, lorsque quelqu'un a déjà eu à détourner les fonds publics, il dispose entre ses mains des moyens financiers importants, il a une grande capacité d'influencer la politique, d'influencer la presse et d'influencer même la justice. C'est ce qui fait que quand les gens ont des moyens entre leurs mains, obtenir une véritable répression devient un problème. Ce n'est pas seulement la RDC qui vit ces problèmes, c'est partout au monde. Les gens qui ont des moyens importants, ils ont une très grande capacité d'influencer. Voilà pourquoi il faut mettre en place des systèmes qui empêchent la commission des forfaitures que d'assister à des forfaitures et d'aller chercher réparation auprès des organes judiciaires. C'est là que la patrouille financière trouve son importance. Donc c'est un système de contrôle qui permet aux organes de contrôle d'empêcher aux gestionnaires publics d'entrer en possession illicitement des moyens de l'État. C'est ça la patrouille financière, le contrôle a priori. Et enfin, il y a la répression, comme dernier volet de la lutte contre la corruption. La répression doit être là parce que, en dépit de tout ce qu'on peut faire comme sensibilisation, prévention, de tout ce qu'on peut mettre comme mécanisme de contrôle a priori, il y a toujours des gens qui vont échapper au filet. Dans ces cas-là, c'est la justice qui constitue le dernier rempart pour réprimer. Donc les 3 axes constituent vraiment les piliers de la lutte contre la corruption. Et c'est le dernier axe, d'après vous, qui ne marche pas. En tout cas, c'est la partie répression, justice qui ne marche pas. Moi, personnellement, depuis 3 ans, j'ai prôné, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, les contrôles a priori. Et quand nous avions prôné les contrôles a priori, c'est en connaissance des causes que nous avions souhaité que nous puissions nous mettre en contrôle a priori. Et si les gens estiment que les choses ne marchent pas au niveau de la justice, en partie il y a une vérité. Ce sont des faits, ça ne marche pas. Non, mais il faut relativiser parce que nous avons travaillé avec la même justice pour avoir quelques résultats. C'est la même justice. Par exemple, parce que tous les procès, c'est... Les premiers procès que nous avions demandé, l'inspection générale des finances, c'est les procès sur l'utilisation des fonds de l'enseignement. Il y a eu un procès public qui est passé à la télévision. Il y a des gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison, qui sont encore en prison. Ça, c'est la justice qui nous a offert ça. Nous avons eu d'autres qui s'en est suivi, les fonds Covid et tout. Donc, moi, je ne peux pas dire que totalement nous avions échoué avec l'accompagnement de la justice. Il y a des occasions que nous avions pu avoir avec la justice pour réprimer sévèrement les actes de corruption. Puis il y a des occasions qui n'ont pas marché, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons que nous incliner devant la décision de la justice. Voilà. Vous inclinez devant la décision de la justice. On parlait tout à l'heure de la patrouille financière qui vient d'être relancée par le président de la République, mais la crainte de beaucoup, c'est de voir, c'est comme si vous renouez avec la cogestion. C'est la crainte que beaucoup sont en train de nous dire. C'est très important. C'est la cogestion qui revient avec l'IGF qui sera là en train de co-gérer avec les... Moi, j'ai reçu 5 questions là-dessus. Voilà. Des mandataires qui se plaignent quand l'équipe de l'IGF débarque. Vous regardez même l'achat de papier.
Bon, les gens voilà. ils sont malades, ils ne peuvent pas partir, tout ça. Bon, Voilà. Vous co-gérez. Je voudrais Vous n'avez tout pas été d'abord, nommé pour être géré, les entreprises. Voilà. Je voulais tout d'abord vous informer que les instructions que nous avions reçues cette fois-ci de notre haute hiérarchie en ce qui concerne la mise en place des contrôles a priori dans les entités publiques, des instructions reçues nous demandent de tout mettre en œuvre pour que la présence de l'inspection générale des finances ne constitue pas un blocage dans le fonctionnement des entités. C'était le cas avant? Voilà. Voilà. Bon. C'était le cas avant? Les gens se sont plaints de ça. Il faut savoir accepter également les reproches, améliorer. C'est ça aussi l'œuvre humaine. Donc, dans la nouvelle approche que nous venons de mettre en place du contrôle a priori, nous ne sommes pas allés encadrer toutes les dépenses des entités publiques. Nous avions défini les zones à haut risque et les zones à haut risque de dépenses. Donc il y a 6-7 dépenses très sensibles où les actes de corruption passent régulièrement. Donc nous avions ciblé ces actes et ce sont ces actes-là qui seront mis sous l'encadrement ou le contrôle a priori. Les restes, le fonctionnement des entités et tout ça va fonctionner normalement. Donc les mécanismes ont été mis en place pour éviter que nous puissions arriver à un blocage du fonctionnement des institutions. Mais quand les gens parlent de cogestion, je voulais tout d'abord vous dire, le contrôle a priori n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo. C'est un contrôle qui s'est fait dans tous les pays civilisés. Donc, parler de la cogestion, spécifiquement dans le cas de la République démocratique du Congo, est une aberration. Et pourquoi les gens ont parlé de la cogestion? Tout simplement parce que le contrôle a priori est une innovation que nous venons de vivre il y a 4 ans en République démocratique du Congo. Depuis toujours, par le passé, nous étions dans le contrôle a posteriori, qui est au fait le passoire de contrôle, avec au fait la faiblesse des répressions que nous constatons. Alors quand nous avions mis le contrôle a priori pour empêcher la commission des actes d'irrégularité, les prédateurs, les systèmes de corruption existants dans les pays ont trouvé dans ce système de contrôle un mode efficace qui les empêchait de commettre leurs actes de forfaiture. C'est eux qui ont commencé à parler de la cogestion. Moi, je ne pense pas qu'il y a la cogestion. Donc, ce n'est pas un système propre à la République démocratique du Congo, en Belgique, ailleurs, partout. C'est le système de contrôle a priori de la dépense publique qui est mis en place. Donc, chez nous, c'est au fait, les gens ont vécu ça pour la première fois, donc ils sont maintenant habitués, ils comprennent. Ce contrôle a priori a produit des résultats énormes, appréciables dans la gestion des finances publiques congolaises. D'où ça relance par le président. J'arrive. Il faut également que, au-delà de ces critiques qui proviennent en majorité des prédateurs, il faut que les gens se rendent compte que ces contrôles a priori ont produit des résultats énormes. Aujourd'hui, de plus en plus, le langage des canards boités disparaît dans les établissements publics. Tous les établissements publics deviennent progressivement rentables. Ok, ça c'est un atout, ça c'est un résultat de l'encadrement des contrôles a priori mis en place dans les entités publiques. Donc, il ne faut pas que vous puissiez suivre la voie de ceux-là qui parlent de cogestion. Et quand on parle de cogestion, ils cogèrent avec qui? Avec les inspecteurs. Mais les inspecteurs qui cogèrent avec, qu'est-ce qu'ils touchent en contrepartie? Et là, les mandataires, vous connaissez leurs avantages. On parlera des avantages tout à l'heure. J'arrive, les gens, ils disent qu'ils cogèrent avec nous. Oui. Et les gens, les inspecteurs qui viennent les aider à bien gérer, à les accompagner, ils sont payés par ces mandataires, ils sont payés par l'État. Donc, il faut qu'on évite toutes ces confusions-là. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Dernière question, Olivier. Ce que nous faisons, c'est pour que les finances publiques congolaises se comportent très bien. Un point, un trait, il n'y a pas... Alors, je demande une indulgence de Jean-Marie Kassamba. 2 dernières questions. Oui, allez-y vite. Une question, on est en direct, n'oubliez pas. C'est par rapport à est-ce qu'actuellement, l'IGF peut se laisser contrôler aussi par la Cour de compte, par exemple? Ce sont des questions qu'on a répondu à maintes oui, on aimerait bien, parce que Madame, là, on a si relancé le contrôle. Est-ce que vous accepterez maintenant d'être contrôlé par la Cour de compte? Je crois vous avoir répondu plusieurs fois. Une fois de plus, vous êtes en train de tomber dans les pièges de la prédation financière.
Ok, lorsqu'elle est mise en mal, elle se cache derrière en disant, et vous qui vous contrôle, vous aussi, vous avez fait ceci. Nous qui faisons ce travail, vous devez savoir que nous prenons des risques énormes pour nos vies, pour nos familles. Nous prenons des risques énormes. Vous êtes très exposé, parce que, vous touchez aux intérêts des gens. Les prédateurs, la prédation, c'est au fait une culture pour certaines personnes. Et tant que nous continuons à faire ce travail avec fermeté, nous constituons des cibles pour eux. Alors donc, il faut vraiment que vous ayez ça à l'esprit. C'est avec beaucoup de patriotisme et avec beaucoup d'amour de ces pays que nous prenons les risques en faisant ce travail, en refusant de nous associer à ces gens pour mettre les finances publiques de notre pays en mal. Alors quand vous voulez savoir qui nous contrôle, j'ai dit plusieurs fois, l'inspection générale des finances est un service public. Donc, il peut être contrôlé par tout organe de contrôle qui a compétence de contrôler un service public. La Cour des comptes peut contrôler, personne ne ferme les portes de l'inspection générale des finances à la Cour des comptes. Je vais même au-delà de la Cour des comptes. Je descends même la simple direction d'audit du ministère des Finances peut contrôler l'inspection générale des finances. Parce que les députés aussi. Mais commission d'enquête. Nous recevons les fonds publics pour payer les salaires des inspecteurs et pour fonctionner l'inspection générale des finances. Si la direction de l'audit du ministère des Finances veut savoir comment on a affecté ces fonds, ils viennent. Personne ne les empêche. La Cour des comptes peut venir, personne. Donc, je ne veux pas être là parce que depuis que je suis à la tête de l'inspection générale des finances, j'ai vu la Cour des comptes débarquer à l'inspection générale des finances 2 fois. J'ai vu la direction de l'audit du ministère des Finances débarquer à l'inspection générale des Finances 3 fois. Allez demander à toutes ces missions-là qui sont venues 2 fois, 3 fois, quelles sont les conclusions de leur mission. Ça ne m'intéresse même pas parce que dès qu'ils arrivent, on les met à la disposition de notre direction financière. Ils font leur travail. Donc il n'y a pas à mort de la maison à l'argument aussi facile de la prédation qui contrôle l'inspection générale des finances. Demain, vous allez poser la question qui contrôle la Cour des comptes. On va y aller. Ok, vous allez aussi poser la même question parce que la Cour des comptes aussi reçoit des fonds publics au même titre que l'inspection générale des finances pour payer les magistrats et pour fonctionner. Et si la Cour des comptes, j'arrive, si la Cour des comptes fait un travail important aujourd'hui, commence à traquer, ces mêmes personnes vont dire, et vous, la Cour des comptes, qui vous contrôle? Non, n'allons pas dans cette logique-là. Ok, si les gens veulent venir contrôler l'inspection générale des finances, qu'ils viennent. Les portes sont ouvertes. Donc nous, une dernière question. On compte combien de femmes à la direction de l'IGF? Il y en a des femmes là-bas? Oui. La haute direction d'abord. Les femmes, il y en a. Mais dans la direction, il y en a combien? Comme on est au mois de la femme, je voudrais tout d'abord vous dire... quand j'arrive à la tête de l'inspection générale des finances au mois de juin 2020, j'ai trouvé une seule femme inspecteur des finances. Donc, il y avait 75 inspecteurs généraux des finances, dont une seule femme. Et c'est l'unique femme aujourd'hui qui est membre des directions de l'inspection générale des finances. Mais par la suite, nous avions procédé au recrutement des nouveaux inspecteurs de finances et là, nous avions pu rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, l'inspection générale des finances compte à peu près 30 femmes dans le corps des inspecteurs. Sur combien? Bon, on a recruté 170 et il y a eu 30 femmes. Mais malheureusement, notre recrutement à nous répond à des critères. Nous confions le recrutement à des organes spécialisés. Pour les cas présents, c'est Price qui a organisé le recrutement et nous recevons les résultats. Ceux qui réussissent, réussissent. Nous n'avons pas à regarder femmes ou hommes, Mungala, Moulouba, ça ne nous intéresse pas. On remercie Élisée Rodja, merci beaucoup. Une question avant que de Jésus Bélis ne nous rejoigne. Oui. J'ai appris, moi, j'ai beaucoup finé que vous, l'inspection générale des finances, vous touchez 1/10 de ce que l'État rétrocède aux régies financières. Info Intox. Deuxièmement, où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer vos investissements? Vous venez de faire un immeuble de 8 étages, presque 80 000 mètres carrés. Non, 8 000 mètres. 8 000, pardon. Sur 8 étages, moins de 10 millions de dollars. Vous allez, dans 10 jours, lancer la construction d'un centre de santé de presque 100 lits
Ça, c'est mes informations. Vous allez démentir si vous voulez. Et vous allez y ajouter un parking aérien. Mais quand on fait les tours dans les ministères, on fait les tours dans les services de l'État, il y en a même qui ont encore les chaises de Mobutu là d'avant. Vous voyez les FNMA, il y en a encore. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Bon, je voudrais dire qu'en tant que service de contrôle, nous avons également l'obligation de démontrer que sur ce que le gouvernement donne à l'inspection générale des finances comme moyen de fonctionnement, nous sommes capables de servir d'exemple dans la gestion de ces fonds. Vous l'avez si bien dit, l'inspection générale des finances bénéficie de 1/10 de ce qu'on donne aux régies. 1/10. 1/10. DGI, DGRA, Oui. et les autres. Nous avons 1/10 pour le fonctionnement de l'inspection générale des finances. Il va sans dire, si on donne à l'inspection générale des finances 3 millions pour payer les inspecteurs et le fonctionnement, Qu'un les train de régies, vie, j'arrive. excusez-moi, il peut, Ça enviable, signifie hein? J'arrive. Crédit véhicule, crédit habitation, enfin. Laissez-moi vous expliquer. Donc, je disais, Ceux qui nous suivent, si, hein? si on donne, IGF. si on donne à l'inspection générale des finances 3 millions pour payer l'ensemble du personnel de l'inspection générale des finances et faire fonctionner les services, il va sans dire que les régies en ont reçu 30 millions. Donc, si nous avions eu 5 millions, les régies en ont reçu 50 millions. Mais ce n'est pas le même train de vie ailleurs. Voilà. Alors, nous, à l'inspection générale des finances, sur ce que nous recevons, nous avons 60% qui est destiné à la paye des inspecteurs et de tous les agents de l'inspection générale des finances. Nous sommes aujourd'hui à 500 personnes à l'inspection générale des finances. Oui. Donc, avec un paiement ou pas? Arriéré? On n'a même pas un jour de retard de paiement. Donc, vous pouvez l'applaudir, hein, parce que moi je ne suis pas militant, on ne l'applaudit jamais. Donc, Moi, je n'applaudis jamais. Nous sommes aujourd'hui à 500, dont 225 inspecteurs et près de 280 agents administratifs qui travaillent à l'inspection générale des finances. Donc, ce que nous recevons, je disais, 60% est alloué au paiement des avantages du personnel. Et 20% est affecté au fonctionnement, c'est-à-dire le paiement des frais d'émission des inspecteurs et le fonctionnement des services. Et 20% est destiné à l'investissement. Donc, depuis que nous sommes arrivés, nous avions commencé à respecter ces principes. Les 20% destinés à l'investissement restent pour l'investissement. C'est ce qui a permis à l'inspection générale des finances, sans être inscrite dans les budgets de l'État, en termes d'investissement, d'utiliser les frais de fonction, d'utiliser les moyens qui sont mis à sa disposition. Le 20% restant. Les 20% restants pour construire les bâtiments que vous avez vus. Donc, depuis 2020, nous avions commencé à loger les 20% dans un compte investissement, ce qui nous a permis, 3 ans après, de disposer de moyens importants pour construire les bâtiments. Ces bâtiments qui est de 8000 m2 nous a coûté 8 400 000 $. Donc, au coût moyen de 1070 $ le mètre carré. Bonjour, donc, bonjour les lampadaires et les forages. Donc, c'est avec ces fonds-là. Enfin, je vous salue seulement. C'est avec ces fonds-là. Je voudrais dire en matière de gestion, ce n'est pas seulement la construction des bâtiments, c'est avec ces fonds d'investissement que nous avions mis en place la politique de crédit au profit du personnel. Donc, tous les personnels de l'inspection générale des finances, les inspecteurs et certains cadres de l'administration ont bénéficié de crédits véhicules auprès des banques. Notre compte investissement constitue une garantie auprès des banques pour donner les crédits aux inspecteurs et à nos agents. Voilà pourquoi les inspecteurs ont bénéficié des crédits véhicules, ils ont bénéficié des crédits maison et toujours avec ces fonds d'investissement, nous sommes en train maintenant de construire les centres de santé, de santé de l'inspection générale des finances. Alors, d'où Jésus Bélédou, bon journaliste, pertinent, je vous offre l'inspecteur général. Je commencerai par l'actualité, monsieur l'inspecteur général des finances. 451 millions de $.
c'est ce qu'a coûté la présidence, la primature et le Parlement de l'État congolais au premier semestre 2024. C'est une dénonciation d'une ONG, le Congo n'est pas à vendre, une coalition des ONG. Ça veut dire que rien que la présidence a consommé pratiquement 99% de ses prévisions annuelles en 6 mois. Redonnez un peu les chiffres là, parce que les gens n'ont pas 451 millions de dollars. 451 millions au premier semestre 2024. Alors, la question, divisé par 8 millions, ça coûtait quoi, le bâtiment? La question, monsieur l'inspecteur général des finances, pourquoi vous n'enquêtez jamais à la présidence, au Parlement, mais aussi à la primature pour aller plus loin, à l'armée ou la police nationale congolaise? Merci beaucoup. Je vais vraiment répondre à votre préoccupation sans passer par les détours. Mais vous devez savoir que pour ma part, en tant qu'inspecteur général et responsable d'un service de contrôle, je ne peux pas, au stade actuel, faire confiance aux chiffres que vous êtes en train de donner venant... Parce que c'est une ONG. J'arrive. Non, pas seulement ça, venant d'une ONG, pour la simple raison que nous avons un organe attitré pour nous donner la reddition des comptes. Et pour l'exercice 2024, nous attendons les travaux en cours de la Cour des comptes qui va nous dire avec exactitude comment était l'utilisation des fonds publics pour l'exercice 2024. C'est au vu de ces chiffres de la Cour des comptes, qui sont des chiffres certifiés, discutés avec le gouvernement, que nous pourrons dire pourquoi il y a eu tel comportement. Je vais vous donner un fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est la même ONG, qui a publié un communiqué sur les contrats chinois. Quand je lis les communiqués sur l'avenant 5 des contrats chinois, je me suis rendu compte que c'est vraiment soit des gens qui sont instrumentalisés, soit des gens qui ne maîtrisent rien des choses qu'ils sont en train d'évoquer. Malheureusement, ils jettent de probes sur un travail important que les gens ont fait pour la République. Ils ont dit dans ces communiqués-là, je m'excuse d'aller là-dedans, que voilà, l'avenant numéro 5 de la Convention a consacré les exonérations, il y a une perte de 130 millions de dollars, des choses vraiment inimaginables. Or, si vraiment ils étaient informés, ils doivent comprendre que les exonérations relèvent du domaine de la loi. Les exonérations dont bénéficie Sicomine, ce n'est pas l'avenant numéro 5 qui a accordé les exonérations, c'est une loi votée par le Parlement congolais. Qui sont pour, qui sont contre. Et c'est passé, le président de la République a promulgué cette loi en 2014. Et c'est cette loi qui accorde à Sicomine toutes les exonérations. Donc ce ne sont pas des individus qui vont dans une négociation, qui vont modifier les dispositions d'une loi. Ça c'est un élément, c'est flagrant quand une ONG publie des choses comme ça et les gens sont en train de lire ça. Les exonérations dont bénéficie Sicomine n'est pas du fait de l'avenant, mais c'est du fait d'une loi votée par le Parlement congolais et promulguée par le chef de l'État. Ça c'est de un. J'arrive. Oui. Ils disent, l'avenant fait perdre à l'État congolais 130 millions. Quand vous voulez comparer une situation, il faut partir de l'existant et de là où nous venons d'arriver. Prenez la convention Sicomine. Avant qu'il y ait révisitation, quel est le résultat? Nous avions donné les résultats. Seulement 800 millions de dollars en 15 ans que la République démocratique du Congo a eu. Mais avec la révisitation, nous avons chaque année 324 millions qui entrent pour faire des routes. Je ne comprends pas par quelle magie des ONG qui ne connaissent pas les contenus de la Convention, les contenus de l'avenant, qui viennent publier des choses, vraiment parfois je me demande, sont-ils manipulés? Sont-ils de mauvaise foi? Pourquoi ces gens-là ne viennent pas à la source pour poser la question, pour comprendre l'avenant? Voilà pourquoi je ne vais pas aller répondre à des chiffres dont je ne maîtrise pas comment ils ont fait les chiffres, comment ils ont eu. Nous attendons, lorsque la Cour des comptes va publier la reddition des comptes, qui est la loi qui nous dit comment en 2024 l'argent de l'État a été utilisé par secteur, par ministère. En ce moment-là, on peut faire les débats. Mais soyez rassurés, avec les systèmes actuels mis en place, depuis le mois de janvier, aucune dépense de l'État ne passe par la procédure d'urgence.
à l'exception... On a connu, hein, un Non, ministre j'arrive. La particularité qui diligentait les paiements. J'arrive. La sa particularité de l'exercice 2025 en RD Congo, c'est qu'il y a un décret, il y a un arrêté interministériel, finances et budget, qui interdit la procédure de paiement en urgence. Et nous sommes en train de veiller. Donc les dépenses en urgence sont aujourd'hui très limitées aux dépenses sécuritaires. Toutes les dépenses de l'État passent par la chaîne de la dépense. La chaîne de la dépense signifie tout ce qu'il y a comme verrou de vérification. Et là, nous sommes en train de faire le travail. Toute dépense de l'État doit répondre aux exigences de l'existence de crédits budgétaires votés par le Parlement, ainsi que de la régularité de tous les documents exigés par les instructions budgétaires pour que la dépense soit exécutée. Donc j'attendrai que la Cour des comptes puisse produire les rapports et avoir des chiffres. Qu'est-ce que la présidence a consommé, qu'est-ce que le gouvernement a consommé, pour répondre valablement à cette question. Sinon, je vais tomber dans les pièges des gens qui sont manipulés. Mais monsieur l'inspecteur général, la question demeure. À quand les enquêtes sur l'utilisation des fonds publics, notamment à la présidence, au Parlement, à l'armée ou la police nationale? Est-ce que vous allez y aller? Oui, vous demandez les enquêtes. Mais dès lors que toutes les dépenses publiques passent par la chaîne de la dépense, et que nous sommes à la chaîne de la dépense, et que nous contrôlons cette dépense avant exécution, ça signifie qu'avant qu'ils aient cet argent, nous avons déjà contrôlé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le système actuel, il est celui-là. Donc, nous sommes à la chaîne de la dépense, nous voyons tout, nous contrôlons tout. Donc, si ils ont l'argent, c'est que nous connaissons et nous avions vu et nous avions validé cela au niveau de la chaîne de la dépense. Alors, je reviens sur la patrouille financière. Le 4 mars de cette année, donc cette semaine ici, il y a eu cette annonce de la patrouille financière New Look. Alors, la question, c'est de savoir, d'abord, qu'est-ce qui a fait qu'une patrouille financière qui faisait ses preuves soit arrêtée subitement? Qu'est-ce qui s'était passé? Vous avez perdu contre les prédateurs? Est-ce que c'était une pression? Est-ce que c'était... On dit que Jules Alinguete expose les régimes avec ses enquêtes sur les détournements. Est-ce que vous subissez des pressions, des forces obscures que les Congolais ou les journalistes, personne ne peut voir que vous-même? Qu'est-ce qui s'était passé? Voilà. Il faut que vous puissiez savoir que les contrôles externes aux entités n'ont pas vocation à être permanents. Si vous êtes une entité publique, vous devez vous organiser tout d'abord pour l'existence d'un contrôle interne qui est permanent pour permettre l'implémentation de la bonne gouvernance. Les contrôles externes aux entités sont des contrôles ponctuels qui viennent pour s'assurer que les choses se passent bien. Donc, les contrôles externes n'ont pas vocation à être permanents. La patrouille financière, qui est un contrôle externe à toutes les entités publiques, n'avait pas vocation à être permanente dans les entités publiques. Voilà pourquoi la patrouille financière qui avait commencé en 2022, qui est restée 2022-2023, nous avions estimé, sur instruction de la haute hiérarchie, qu'il fallait lever pour s'assurer que les entités qui ont été encadrées, accompagnées par l'inspection générale des finances, ont intériorisé les vertus, les qualités de bonne gestion que l'inspection générale des finances a prêché. Donc il fallait que nous puissions lever un peu, laisser ces entités travailler. Et maintenant nous revenons. Pourquoi nous revenons? Nous revenons pour tout d'abord nous assurer que les entités que nous avions laissées évoluer seules, sans notre présence, ont intériorisé pratiquement toutes les recommandations qui ont été émises. Et puis, appuyer pour les moments difficiles que traverse notre pays avec l'agression, la guerre qui est imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs, nous sommes venus en patrouille financière pour aider le gouvernement à la mobilisation des recettes. Il ne faut pas seulement regarder la présence de l'inspection générale des finances et la patrouille dans
l'ordre à mettre dans les dépenses. Mais nous avons un volet important en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Vous avez appris il y a des semaines un travail important que les inspecteurs des finances ont fait, le travail qui a abouti à la découverte de près de 12 000 redevables des impôts opérationnels dans les banques avec des comptes fournis, mais qui n'étaient pas pris en charge par l'administration fiscale, tout simplement parce que ces gens ont eu des numéros d'impôts. Et ils ont laissé des fausses adresses dans les fichiers, soit il y en a qui ont introduit des lettres qui sont en cessation d'activité et ils sont allés faire les affaires. La DGI a recouru à l'inspection générale des finances dans le cadre de la mutualisation des efforts sur la mobilisation des recettes pour aider à élucider cette situation. Et nous sommes en train de travailler. La première phase, nous avions découvert les 12 000 contribuables que la DGI est en train maintenant de prendre en charge. Je crois que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qui s'implique dans ces processus, va également la semaine prochaine prendre des actes pour permettre à la DGI vraiment de prendre réellement en charge ces contribuables et de changer la physionomie. Et j'espère que l'année 2025 va marquer une année de mobilisation en termes de ressources propres pour la RDC, des montants plus élevés que toutes les années passées. Donc, il y a les volets recettes qu'il faut voir également dans la patrouille financière. Donc, moi, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que nous sommes rentrés pour vérifier si les recommandations que nous avions laissées ont été bien appliquées et par ces moments difficiles, essayer encore d'accompagner et du côté des recettes et du côté des dépenses toutes les entités publiques de manière à ce que les moyens de l'État puissent être affectés à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de régler des questions sécuritaires. L'essentiel aujourd'hui, c'est de mettre les moyens dans le développement du pays en termes d'infrastructures. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Vous avez parlé de la guerre. Comment l'IGF va faire pour justement implémenter cette patrouille financière dans le Congo utile, c'est-à-dire le Nord Kivu, les Sud Kivu, des zones occupées aujourd'hui par l'ennemi, alors que cela constitue un grand poumon. On perd beaucoup d'argent à Bunagana, à la Grande Barrière, les recettes de la République. Comment l'IGF à va Beni Butembo. Merci beaucoup. Et ils nous suivent. Je voulais tout d'abord donner vraiment les chiffres. Qu'est-ce que nous avions perdu du fait de la guerre en termes de mobilisation des moyens dans les grandes villes, notamment à Goma, Bukavu, dans les villes occupées par l'armée rwandaise. En termes de recettes douanières, l'occupation de Goma et de Bukavu nous ont fait perdre 9% des recettes douanières. 9%. Oui, ça s'estime à combien de chiffres en chiffres? Bon, il faut prendre... nous sommes autour de 200 millions par mois. Parfois, on va jusqu'à 250 que la douane mobilise. Vous prenez 9%. Donc, les estimations données par la douane, nous sommes à 9% des recettes que nous perdons du fait de cette guerre à l'Est. Du côté de la Direction générale des impôts, nous sommes à 3% des recettes que nous perdons. Mais tout cela, tous les mécanismes ont été mis en place pour que nous puissions vraiment pas ressentir les coûts. Et je vous dis que la mobilisation des recettes de cette année, en dépit de la guerre, nous allons dépasser toutes les années parce que les assignations seront certainement atteintes et les effets des pertes que nous avons à l'Est seront compensées et nous allons même aller au-delà de ça. Alors, nous sommes dans des zones de guerre. Est-ce que nous allons envoyer les inspecteurs dans les zones occupées? Non, surtout pas. C'est tout à fait normal que nous ne pouvons pas le faire. Moi, je tiens à leur vie quand même. Hein. Avant la guerre, nous avions des inspecteurs les qui étaient à Goma, qui étaient à Bukavu. Et ces inspecteurs ont quitté Goma les derniers jours de l'envahissement de la ville de Goma, même Bukavu. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui envoyer les inspecteurs dans les zones occupées. Donc voilà. Alors une toute dernière question. Oui, rapidement. En rapport avec plusieurs rapports, je n'aimerais pas ici citer le rapport ici, mais le rapport Bukangalonzo qu'on exhume et qui revient à tout moment, et le rapport sur le lampadaire et forage. Comment vous sentez-vous dans votre peau d'inspecteur général chef des services alors que
il y a pratiquement des acquittements sur pratiquement des procès essentiels. Vous avez cité ici les procès Covid, etc. Mais il y a quand même des procès qui choquent, notamment Bokanga Lonzo, notamment les procès lampadaires qu'on a refusé aux journalistes de commenter. Vous, en tant qu'inspecteur général des finances, vous faites des enquêtes, des rapports. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est un découragement pour vous? Chacun doit faire son travail, tout d'abord. Quel est mon rôle en tant qu'Inspection générale des finances? Mon rôle, c'est de contrôler, d'empêcher la commission des irrégularités. Lorsque les irrégularités sont déjà commises, de déférer les personnes concernées devant la justice. Et je me limite là, à la justice de faire son travail. Moi, je ne suis pas juge, je n'ai pas fait les droits. Okay, je me limite à faire ce que la loi me demande de faire et je transfère à la justice. Donc, je ne peux pas me décourager lorsqu'il y a une décision de la justice dans l'un ou dans l'autre sens. Non, loin de là. On est choqué. Je continue. Bon, on est choqué. Mais on n'est pas la première fois. On est choqué. On n'est pas la première fois de l'argent est sorti, on n'a pas vu les forages, on n'a pas vu le lampadaire. Non, là aussi, je voudrais vous donner une précision. Oui. L'opinion n'est pas correctement informée de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Retenez que l'inspection générale des finances n'a pas fait un contrôle sur les forages et a mis les personnes soupçonnées à la disposition de la justice. Il faut que les gens disent la vérité de ce qui s'est passé. Donc l'inspection générale des finances n'a pas fait un contrôle sur les forages et a mis les gens devant la justice. L'inspection générale des finances était en train de faire ses investigations. Et nous, dans cette affaire, ce qui était notre préoccupation, c'est de demander aux bénéficiaires des fonds publics de livrer les 241 forages pour lesquels ils ont été payés à 297 000 $ par forage. Donc nous, on exigeait la livraison des forages. Pendant que nous, on était en train de travailler avec les bénéficiaires des fonds, qui ont même signé des actes pour donner des délais, pour livrer les forages, la justice s'est saisie. Ah, ok. S'est saisie du dossier. Je ne sais pas comment, il faut demander aux autorités judiciaires comment ils se sont saisis. Peut-être que la presse en parlait et tout et tout. Les autorités judiciaires se sont saisies du dossier, indépendamment de l'IGF. Et quand ils ont évolué dans l'instruction, ils vont demander à l'inspection générale des finances de venir aider les parquets à comprendre les faits. C'est comme ça que les inspecteurs sont allés pour expliquer aux magistrats de parquet la compréhension de l'inspection générale des finances. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire que c'est un dossier de l'inspection générale des finances. Non, chacun doit assumer. C'est le parquet qui a ouvert son dossier indépendamment de l'inspection générale des finances et qui a instruit, et l'affaire a continué. Nous avons été requis par le parquet pour faire comprendre au parquet certains mécanismes qu'il y avait dans cette affaire de forage. Donc ce n'est pas un dossier de l'inspection générale des finances, parce que vous ne trouverez pas l'inspection générale des finances a fait un contrôle et il a transmis au parquet. Le parquet s'est saisi du dossier. Je vous libère, Jésus Bolidou. Oui. Et avant de prendre... on va terminer avec Gauthier, c'est tout à l'heure, de prendre Floride Zantoto. Je viens d'avoir un dossier là, c'est des gens qui m'ont appelé du Canada, qui sont déjà au courant de vos nouvelles missions. Désormais, l'IGF va enquêter sur, vous allez me corriger, hein, si c'est les avantages des mandataires, les marchés publics, les paiements des fournisseurs, les prestations, je vois, les soins médicaux. J'espère peut-être à l'étranger, parce qu'on évacue beaucoup le mandataire ici, hein. Les ministres et tout ça, souvent, moindre bobo, check-up. Voilà. Les missions à l'étranger. Ou souvent, on va à New York, on bifurque par Paris, on se retrouve à Bruxelles. Tout ça, c'est l'État qui paye. Vous allez faire tout ça, mais vous allez donner des sueurs froides aux gens. Oui, les instructions en rapport avec l'exécution de la patrouille financière du volet dépenses dans les entités publiques aujourd'hui, c'est de prendre des dépenses que nous considérons comme des zones à risque
C'est ça les zones à risque? Oui, c'est-à-dire des opérations où il y a un grand danger de la prédation financière. Il s'agit des acquisitions immobilières par les entités publiques, les établissements publics, les entreprises de l'État. Je ne vous coupe pas, parce que si je laisse passer ça, un auditeur m'a écrit encore. Vous savez, vous intéressez beaucoup de gens. Ceux qui connaissent Kinshasa connaissent l'ancien siège de la compagnie belge Sabena, SN Bruxelles aujourd'hui. Il y a un service de l'État qui s'occupe des mines, enfin, de nos minéraux, qui vient d'acquérir ces bâtiments, et les spécialistes de l'immobilier disent c'est le mètre carré le plus cher de Kinshasa. $8 000 le mètre carré. Comment vous allez faire? C'est l'argent public. Oui, il semble que c'est l'habitude maintenant des mandataires, des gens qui ont des entreprises, d'acquérir des bâtiments. C'est le nouveau commerce. Enfin, voilà, je voulais vous donner tout d'abord... C'est choquant, 8 000 mètres carrés. Je voulais vous donner... plutôt $8 000 le mètre carré. Je voulais vous donner tout d'abord les 6 dépenses cibles qui constituent les zones à risque. Oui. Que l'inspection générale des finances est appelée à faire un contrôle a priori. C'est-à-dire ces dépenses ne peuvent pas être exécutées si les inspecteurs des finances n'ont pas examiné les dossiers et ont donné leur validation à ces opérations. Il s'agit des acquisitions immobilières par les entités publiques. Deuxièmement, tous les marchés publics. Et là, le contrôle porte sur la régularité du marché public. Nous devons veiller à ce que les marchés publics exécutés par les entités publiques aient respecté la procédure prévue par la loi. Nous avons les paiements des fournisseurs et des prestataires. Au fait, dans les paiements des fournisseurs et prestataires, nous les contrôlons a priori. C'est dans l'objectif de pousser les prestataires et les fournisseurs qui traitent avec les entités publiques de se faire connaître auprès de l'administration fiscale ou de régulariser leur situation avec l'administration fiscale. Donc, les contrôles sur ces volets-là portent sur l'existence des quitus fiscales délivrés par la DGI ou... Ça, c'est le blocage, ça, non, non. Vous bloquez que l'argent sorte et vous poussez les gens qui prestent pour l'État à payer d'abord. Vous ne pouvez pas venir faire les affaires avec l'État, toucher 5 millions de fonds publics quand vous-même vous ne payez pas les impôts. Si vous êtes assujetti au paiement d'impôts et les paiements que l'État doit faire à votre profit est subordonné à la preuve que vous-même vous avez un quitus fiscal, vous êtes connu de l'administration fiscale et vous payez vos impôts. Et ça, c'est pour améliorer, enrichir les répertoires de l'administration fiscale et contribuer à la mobilisation des recettes. Donc, ces paiements-là, au profit des prestataires et des fournisseurs, seront contrôlés dans les volets existence du caractère citoyen des bénéficiaires en termes de paiement d'impôts. La dépense suivante soumise au contrôle a priori de l'inspection générale des finances, c'est les avantages des mandataires. Donc, les mandataires, $10 000 membres du conseil d'administration. Les mandataires aujourd'hui doivent apprendre à réaliser qu'être nommé mandataire, c'est aussi une occasion qui vous est donnée, une élévation dans la société et que les moyens qui sont prévus légalement pour vous en termes de rémunération des logements sont tellement suffisants pour vous que vous ne pouvez pas créer d'autres opportunités d'allonger les avantages à votre profit. Donc, la mission de l'inspection générale des finances va vérifier avant paiement d'avantages des mandataires que ces mandataires se font payer les avantages prévus. Les avantages prévus. Pas des salaires de $10 000, pas des tickets de présence aux réunions du conseil. On est au courant. Hein? J'arrive. Donc, on va vérifier la légalité des paiements des avantages des mandataires. On devra également vérifier que les entités publiques s'acquittent elles-mêmes des impôts. Ah oui, parce que si vous êtes OCC, vous êtes SENSAP, vous êtes cadastre minier, vous avez des Congolais que vous employez.
ces Congolais-là payent l'impôt sur leur salaire que nous appelons l'IPER. Donc, ces entités-là ont l'obligation de prendre de l'IPER, de reverser. Et s'ils ne payent pas, c'est l'État. Qu'est-ce que vous allez faire? Non. C'est Ils l'État. ont l'obligation. Ce n'est pas ces entités-là qui payent. Ces entités prennent l'impôt sur les salaires des employés et elles reversent ces impôts au niveau de l'administration fiscale. Donc, ces entités ne sont que des intermédiaires pour prendre les impôts sur les salaires des employés et reverser au niveau de la DGI. Donc, nous veillerons à ce que les impôts qui sont retenus sur les salaires des agents puissent être reversés à l'administration fiscale. Nous allons également veiller sur les soins médicaux, à l'étranger. Oui. Parce que pour qu'un agent public se fasse soigner à l'étranger, il y a 4 conditions essentielles. Lesquelles? Premièrement, il faut que les médecins traitants de l'agent public ici sur place puissent faire un rapport qui atteste qu'on est à la limite. Ici sur place, il n'y a plus moyen de les prendre en charge. Il doit être évacué à l'étranger. Il faut que les médecins traitants puissent le faire. Et si les médecins traitants font les rapports, il faudra que ces rapports-là soient consolidés par 3 autres médecins de l'État. Non, il faut qu'il y ait 3 médecins de l'État qui décident de cette nécessité que la personne ne peut plus être soignée dans les pays. Et par la suite, il faut que les ministres ayant la santé dans ses attributions puissent donner l'autorisation d'être soignés. Non, mais c'est ça la procédure légale. Mais les gens vont mourir, les temps, on sait la lenteur administrative. Par la suite, donc, après le rapport du médecin traitant, un rapport de 3 médecins de l'État et la décision du ministre de la Santé, que la personne doit être soignée à l'extérieur, il y a les ministres de tutelle de qui relève l'entité qui doit également donner l'autorisation de sortie. Lorsque les 4 conditions sont réunies, on est dans la légalité. Donc c'est ça la loi. Nous, on est un service appelé à appliquer la loi. Nous n'allons pas discuter avec la loi, nous appliquons la loi. La dernière dépense appelée a été encadrée a priori, c'est les missions des services à l'étranger. Et pour les missions des services à l'étranger, il y a les instructions budgétaires. Premièrement, on ne peut pas avoir plus de 10 jours de missions de services à l'étranger. Plus de 12 jours. Deuxièmement, l'objet de la mission doit être compatible avec l'objet de l'établissement ou de l'entité. Donc, vous ne pouvez pas être entité, vous êtes appelé à faire X choses, vous allez dans une mission qui n'a rien à voir avec... Oui, je vais accompagner le président. Voilà, donc l'objet que vous ne verrez même pas sur place là-bas à exécuter doit être compatible avec l'objet de l'entité ou l'objet social de l'établissement. Troisième élément, il faut que des personnes qui exécutent la mission à l'extérieur puissent être également en harmonie avec l'objet de la mission. Vous ne pouvez pas avoir une mission d'aller regarder les états financiers à l'extérieur et la mission est composée de secrétaires, de protocoles et tout. Non, il faut que les personnes qui exécutent la mission soient en harmonie avec l'objet de la mission. Donc voilà, c'est toutes ces vérifications-là qui sont faites, la durée de 10 jours, l'objet de la mission compatible avec l'objet social de l'établissement. Et les membres de cette mission doivent être également en harmonie avec les missions à exercer. Et le dernier élément, c'est le taux de frais d'émission est réglementé. Il faudra que les gens se fassent payer les frais d'émission conformément aux instructions budgétaires ou aux instructions à la matière. Lorsque ces vérifications-là sont bonnes en ce moment-là, la dépense est validée. Moi, je n'ai pas oublié, Floris devait vous installer, mais alors, je donc, pose ma question. Vous avez parlé d'un établissement public. Oui, vous êtes devenu agent immobilier. Non, non, vous avez parlé d'un établissement public qui aurait, je dis bien aurait, acheté... les sièges ex-Sabena. Les sièges ex-Sabena à $8 000 les mètres carrés. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
a demandé à l'inspection générale des finances de contrôler a priori les opérations en rapport avec les acquisitions immobilières par les établissements publics, les entreprises de l'État, bref, les entités publiques. Parce que, comme je l'avais dit, ça constitue des zones à risque important. Il y a des normes dans ce domaine. Lorsque un établissement public veut acheter un immeuble, un terrain ou une maison, il faut tout d'abord que le conseil d'administration ait approuvé. Et deuxièmement, il faut que l'autorité des tutelles, les ministres de qui relève l'établissement public, en l'occurrence le ministère des Mines, ait donné son accord, son approbation. Troisièmement, il faut que dans les dossiers, qu'il y ait des études ou les expertises qui ont été commandées et qui donnent la valeur. Mais c'est là que nous avons aujourd'hui des problèmes. Vous savez, la corruption n'a épargné aucun secteur dans notre pays. Donc moi, en tant que contrôleur général des finances publiques, je ne peux pas totalement faire confiance aux expertises. Nous avons également des mécanismes pour nous assurer que l'expertise ou les expertises qui sont présentées reflètent la réalité. Quels sont ces mécanismes? Il est notoirement reconnu aujourd'hui qu'à la Gombe, les prix d'acquisition d'un terrain vide à la Gombe, au mètre carré, nous sommes au maximum à $3,000 le mètre carré. $3,000 pour un terrain. Ah oui, c'est avec la spéculation. On est aujourd'hui à 3,000. Ça, c'est les acceptable. C'est acceptable. Oui, lorsque quelqu'un amène un dossier pour acheter un terrain, une entité publique, un terrain à la Gombe, et qu'on est autour de $3,000 le mètre carré, c'est acceptable. Pour nous, en tant qu'organe de contrôle. À Lubumbashi, nous sommes à $1,500 le mètre carré. C'est acceptable. Mais lorsqu'il s'agit d'un immeuble, d'une maison déjà construite, nous avons également les normes. Les normes, c'est au coût de construction, nous devons être au maximum, le plus grand maximum possible, c'est $2,500 le mètre carré. Quand vous êtes au-delà de $2,500 le mètre carré dans nos normes à nous, vous entrez dans la zone de surfacturation. Donc, l'examen des dossiers tiendra compte de ces éléments-là. Si c'est un terrain, est-ce qu'on est au maximum à $3,000 le mètre carré? Si c'est un immeuble, on regarde la superficie bâtie, est-ce qu'on est au maximum de $2,500 le mètre carré? Lorsque vous êtes au-delà, nous $8,000 le mètre carré, c'est qu'on a, si vraiment pulvérisé si vraiment ce que vous dites est vrai, on est à $8,000 le mètre carré, c'est qu'on est dans une surfacturation manifeste. Dans tous les cas, soyez rassurés que vous allez regarder. Dès que les inspecteurs vont arriver, ils vont faire un encadrement des opérations, des 6 opérations que je viens de vous donner. Mais je vous ai dit qu'ils vont aussi vérifier les recommandations que nous avions laissées. Parmi les recommandations, il y a des choses qu'on leur avait dit, ça vous faites comme ça vous faites comme ça vous ne faites pas. S'il y a eu une telle acquisition, les inspecteurs vont les vérifier a posteriori et ça va chauffer. Et je vais vous dire, et là, la caméra, je vais vous dire, on vous avait dit que ce que vous posez comme acte, vous pensez que les gens oublient? $8,000 le mètre carré à la Gombe. Maintenant, quand on va vous prendre, 3 jours à Makala, vous tombez malade. Oh, il faut évacuer, c'est un père de famille, tout ça. Vous voyez? On va regarder ça. Zantoto, vous avez... Monsieur l'inspecteur, je vais vous poser une question fermée. La toute première question sera une question fermée. Les hommes forts du régime et même le parti présidentiel ne vous permettent pas à faire votre travail de manière efficace. Il y a des bâtons de roue dans votre travail. Vrai ou faux? Les intouchables. Il n'y a qu'un seul homme fort du régime. C'est une question, la première question que je vous ai posée est une question fermée. Je vais vous répondre directement. Il n'y a qu'un seul homme fort du régime. C'est le chef de l'État. Donc c'est faux. Et donc, cet homme fort du régime qui est le chef de l'État, c'est lui qui nous envoie faire le travail. Donc il ne nous empêche pas de faire le travail. Les restes, ils ne sont que des intimidateurs. Mais il n'y a qu'un seul homme fort. Ne vous plaignez pas demain. Ne vous plaignez pas demain parce que la réponse c'est que c'est faux. Donc nous faisons ce travail sur instruction. Et vous devez le savoir.
Son Excellence, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, a fait une annonce publique sur instruction du chef de l'État. Et vous avez suivi hier le Conseil des ministres. On a demandé, le chef de l'État a demandé à l'inspection générale des finances. Donc pour moi, je considère que l'unique homme fort, c'est le chef de l'État. Et c'est à lui, à lui que nous obéissons. Le reste, ce ne sont que des intimidations auxquelles nous sommes habitués à faire face. Et je vous dis une chose, je vous l'ai dit au départ, en acceptant de faire ce travail, nous avions accepté tous les risques possibles. Tous les risques possibles. Nous le ferons, nous allons affronter toute l'adversité liée à l'exercice de notre mission. Nous n'allons pas faillir jusqu'à la fin. Et nous ne sommes pas à notre première adversité, nous ne sommes pas à notre première épreuve. Donc nous allons continuer à le faire jusqu'au jour où il plaira au chef de l'État de nous relever de nos fonctions. À ce moment-là, nous allons arrêter de les faire. Mais tant que nous sommes encore là, nous allons les faire. Et nous sommes formés pour ça. Voici ce que le président de la République avait déclaré par rapport à l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. C'est un père de famille dont l'honneur a été jeté en pâture. Vous avez été déçu par ces propos, personnellement? Non, jamais. Sachant qu'il était soupçonné des détournements graves. Non, pas la même justice. Au fait, j'ai cru comprendre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fustigé l'acharnement qui avait été constaté au niveau de la presse, au niveau médiatique autour du dossier. Et que cet acharnement ne laissait pas à la justice de faire son travail. C'est dans ce cadre-là que vous devez placer les propos. Vous ne devez aucunement penser que le chef de l'État avait l'intention d'accorder une couverture quelconque. C'est ce que l'opinion publique a malheureusement pensé. Jamais, loin de là, parce que le chef de l'État lui-même, ça c'est moi maintenant qui parle. Le chef de l'État lui-même, quand il a publié son gouvernement, je n'ai pas vu les noms de l'ancien ministre des Finances. Moi je n'ai pas vu. Donc je ne peux pas croire que le chef de l'État, à un moment donné, avait l'intention de couvrir une forfaiture quelconque. Ça n'a jamais été son intention, mais il a voulu que les choses se passent selon les règles de l'art. Et que s'il y a un dossier, qu'il n'y ait pas de l'acharnement autour du dossier, qu'on laisse les cours et tribunaux traiter les dossiers en toute transparence et rendre leur verdict. Vous avez les verdicts aujourd'hui. Avant-dernier. Alors nous avons suivi les propos de la Première ministre à propos du paiement de la taxe aéroportuaire, GOPAS, qui contredisent un tout petit peu, visiblement, votre dernière interview, où vous avez parlé que le paiement de cette taxe se limiterait au moins à l'année 2023, alors qu'elle avait parlé de 2027. Voilà. 2027, mon intervention remonte de 2021 ou de 2022. Quelle est la vérité? Je vais vous donner toute la vérité. Mon intervention remonte de 2021 ou de 2022, quand nous avions fait le contrôle de l'utilisation des GOPAS, les appelés fonds IDF. Nous avions constaté que la construction de l'aérogare de l'aéroport de Njili, le modulaire, a coûté autour de 140 millions de dollars américains. Et que c'est cette construction qui se fait rembourser sur les fonds GOPAS. Et quand vous prenez le rythme de remboursement de cet investissement-là, extrêmement surévalué, surfacturé, nous avions dit à cette époque-là que nous avons encore 3 à 4 années pour terminer les remboursements. C'était l'évaluation. Nous étions en 2022 C'était ou 2021. Pas une réponse précise, vous J'arrive. Maintenant, je vous donne des précisions. Donc, nous étions à peu près à 3-4 années qu'on termine les remboursements. Mais vous devez savoir que les GOPAS, les recettes des GOPAS dépendent des niveaux de trafic. Parce que ce sont des voyageurs qui payent. Nous avions traversé l'époque de Covid où pratiquement il n'y avait rien comme activité, pas de voyage à l'intérieur, à l'extérieur. Tout ça, ça a impacté sur les recettes Covid. Donc, si vous prenez les propos aujourd'hui de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, en parlant de 7 ans, elle regarde
les restes à payer par rapport à ce qui a été payé, pendant combien de temps encore, si nous avons le même rythme de collecte de la GOPAS aujourd'hui, pendant combien de temps il nous reste pour terminer cette affaire? Grosso modo, qu'on parle de délai ou pas, retenez que les fonds GOPAS ont été totalement hypothéqués par la construction de cet aérogare à 140 millions de dollars que les voyageurs sont en train de rembourser aujourd'hui. Donc le gouvernement, depuis 2020, n'est jamais entré en possession de ces fonds-là. C'est les remboursements. Mais les remboursements dépendent de ce que nous sommes en train de collecter. C'est ça, au fait, ce qu'il faut retenir globalement. Alors, monsieur l'inspecteur, l'opinion vous trouve deux fois un tout petit peu sélectif dans certains projets de l'État dont l'argent a été détourné, notamment dans le RAM. Et généralement, quand on parle du régime, c'est une affaire qui colle le régime à la peau. Est-ce qu'on peut savoir exactement pourquoi vous n'enquêtez pas ou pourquoi il n'y a jamais eu de lumière sur le projet RAM? Oui, je crois aussi avoir répondu une fois à cette question. En matière de contrôle, nous avons un certain nombre de procédures et de normes. Sachez-le que si la Cour des comptes intervient dans un dossier, le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre en état, excepté le contrôle du Parlement. C'est-à-dire, quand la Cour des comptes est dans un dossier, vous ne pouvez pas venir me poser la question, pourquoi vous n'êtes pas allé dans ce dossier-là? Ce sont des procédures en matière de contrôle. Et quand l'Assemblée nationale contrôle un dossier, ni la Cour des comptes, ni l'IGF, vous ne pouvez pas foutre votre nez là-dedans. Ce sont des dispositions légales de notre pays et nous devons les respecter. Alors, en ce qui concerne les dossiers RAM, nous, l'inspection générale des finances, quand l'affaire a commencé à faire des bruits, nous avions annoncé sur le Twitter officiel de l'inspection générale des finances que nous étions en train de nous intéresser à la question des RAM. Mais une semaine après, la question a été prise par le Parlement. Il y a eu des débats au Parlement et il y a eu une commission parlementaire. Comment voulez-vous une question que le Parlement est en train de faire un contrôle, que nous, l'inspection générale des finances, nous puissions nous mettre là-dedans? Dans nos textes à nous, il est dit, le contrôle de l'inspection générale des finances tient tout autre en état, excepté le contrôle de la Cour des comptes et le contrôle de l'Assemblée nationale. Donc, là où les deux institutions, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes contrôle, nous ne venons pas foutre notre nez là-dedans. C'est ce que vous devez comprendre. Ce qui s'est passé dans l'affaire RAM, c'est ce que je vous dis. Merci. Alors, le président de la République s'est engagé à réduire le train de vie des institutions de la République. Est-ce que cette décision concerne aussi bien l'IGF aujourd'hui? En tant que service public, oui. En tant que service public, oui. Mais sachez que les inspecteurs de finances sont des fonctionnaires tout d'abord. Ils sont rémunérés au même titre que tous les autres fonctionnaires. Et ils vivent Donc bien. j'arrive. Quand vous parlez des réductions des trains de vie, Vous avez parlé si tout à cette l'heure des réduction, avantages. oui, si cette réduction frappe les avantages reconnus aux fonctionnaires, y compris l'inspection générale des finances. Mais voilà la différence parfois avec l'inspection générale des finances, c'est quoi? C'est que nous sommes à la fois un service d'appui à la mobilisation des recettes et un service d'implémentation de la bonne gouvernance publique. Et dans notre volet appui à la mobilisation des recettes, nous fonctionnons un peu comme les régies financières. Lorsque nous allons à la recherche des moyens de l'État fraudés et l'idée cachée, et que nous en trouvons, nous ramenons ces moyens à la caisse de l'État, à l'instar de toutes les régies. Les moyens que vous avez ramenés, le principal est destiné à l'État. Les amendes qui sont infligées aux fraudeurs, ces amendes-là sont réparties conformément à la loi de la République. C'est réparti 50% pour les régies qui ont découvert la fraude et ramené l'argent, 50% pour le trésor public. Ce qui fait qu'au niveau des régies, lorsqu'ils font un travail d'aller récupérer des fonds perdus, des fonds volés, et qu'ils ramènent cela, ils bénéficient de 50% des pénalités. Pas du principal, des pénalités. L'inspection générale des finances était un service d'appui à la mobilisation des recettes, bénéficie également de ces dispositions-là. Donc, lorsque nous ramenons des fonds qui étaient fraudés,
qui entre dans la caisse de l'État. Sur les amendes, nous bénéficions de 50%. Ces 50% est destiné à l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs. Vous aurez toujours le même train de vie, on a compris. Gauthier Sey, venez nous rejoindre. Et je vais terminer cette émission avec Gauthier Sey avec deux petites questions. Deux questions vraiment, rassurez-vous. Mais j'ai aussi appris que l'IGF lance une campagne pour le patriotisme. En dehors de la sensibilisation contre la corruption, etc., que vous avez fait pour les jeunes, etc. Quel le faire? D'abord, pour qui est concerné? Oui, mais vous devenez indispensable dans ce pays. Non. Personne n'est indispensable dans la vie. Personne n'est indispensable dans la vie. Vous devez savoir que lutter contre la corruption exige l'amour du pays, exige la mise en avant de l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt personnel, exige que les personnes qui luttent contre la corruption puissent intérioriser la primauté de la collectivité par rapport à des individus. Alors, vu sous cet angle-là, la lutte contre la corruption est une vertu patriotique. Ce sont les patriotes qui s'engagent dans la lutte contre la corruption. Donc nous ne pouvons les prédateurs, là, ils ne sont pas patriotes. Hein? Non. Parce que si quelqu'un détourne 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, et puis un matin, il met Fatou Béton, mais Jean-Marie, il n'est pas patriote, Jean-Marie, un détourneur, un prédateur n'est pas différent de l'agresseur. L'agresseur, lui, il agresse. La peine de mort, il faut pour ces gens-là. J'arrive. L'agresseur, lui, il prend les armes. Oui. Mais le prédateur, lui, il agresse financièrement les pays. Il prive les pays des moyens de son développement. Donc, un détourneur, quelqu'un qui est patriote, ne peut pas se mettre dans la logique de la prédation financière dans son propre pays. Et surtout à des proportions inconsidérées. Tout ce qui saute, tout ce qui se présente à vous, c'est tout d'abord vous et votre famille et la collectivité derrière. Ça, ce n'est pas un patriote. Donc, la lutte contre la corruption fait partie du patriotisme. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Donc, dans cette campagne de sensibilisation de la jeunesse, nous parlerons et du patriotisme et de la lutte contre la corruption comme des valeurs que nous devons disposer pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, chef des services. Il n'y a pas longtemps, vous aviez été applaudi par la population, les chefs de l'État, l'ensemble du gouvernement pour avoir révisité les contrats chinois et ramené 7 milliards. Oui, 7 milliards. Quelques temps après, un document fuite dans les réseaux, endossé par vous, où vous demandez à la SICOMI de déverser 30 millions dans les comptes de l'IGF pour les jetons de présence. Frappés, accusés de détournement dans les réseaux sociaux. Il s'agissait de quoi? Très bien. Sincèrement, un grand merci pour cette question à laquelle je ne m'attendais pas. Et vous savez, je suis sincère avec vous. On vient de se voir avec vous ici. Ici on n'a jamais préparé cette émission. Non. Ici, on ne prépare pas. Je ne connaissais même pas de quoi est-ce qu'on va parler. Je sais qu'on allait parler de la relance et la j'ai dit à ceux qui sincèrement, merci. Vous allez continuer. C'est un message personnel. Hein? Vous qui voulez participer au fauteuil blanc, envoyez-moi les questionnaires avant. Moi, je n'envoie jamais de questionnaire. Les journalistes, quand ils arrivent, chacun a ses questions, sa liberté, son objectivité, son professionnalisme, etc. Donc, si vous décidez de venir au fauteuil, mangez bien avant. Enfin, préparez-vous. Voilà. Je voulais dire sincèrement merci pour la question. Mais j'aimerais que vous devez comprendre une chose. Quand vous traquez la criminalité financière, vous prenez des risques énormes. Et quelle est la réaction de la criminalité financière? C'est premièrement, vous entendrez des choses telles que « et lui qui le contrôle ». Et lui, il donne les leçons aux autres. Est-il propre? La criminalité financière, faute d'attenter physiquement à votre vie, la criminalité financière va chercher des tâches éventuelles à vous coller pour dire « nous ne sommes pas différents, vous n'avez pas de leçons à nous donner ». C'est au fait ça. Ce qui s'est passé dans cette affaire-là, c'est au fait une réponse de la criminalité financière. Et ils savent de quoi je parle. Retenez, ce n'est pas nous qui avions révisé la convention SICOMIN.
c'est toute une commission. L'inspection générale des finances a été à l'origine. L'inspection générale des finances a relevé les faits, mais les rapports de l'inspection générale des finances avaient été adoptés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, à son tour, demande à son cabinet de s'impliquer pour qu'on arrive à la révisitation. Il en a parlé plusieurs fois. Lors de l'Assemblée générale en 2023 aux États-Unis, vous avez suivi, plusieurs fois le chef de l'État est revenu sur cette question. Donc, ce qui devait se passer normalement, c'est le gouvernement de la République qui devait prendre les choses en main. Aujourd'hui, laissez-moi parler. C'est le gouvernement de la République qui devait prendre les choses en main pour piloter la renégociation. Mais on a constaté au niveau du gouvernement pratiquement des gens qui n'étaient pas intéressés à cette révisitation. Voilà pourquoi j'ai dit merci au cabinet du chef de l'État qui a pris les choses en main, en lien et place du gouvernement, parce qu'on ne pouvait pas laisser les intérêts de la République, parce que des gens, des individus estiment que cette histoire-là, et tout, on n'en a pas besoin. Non, le cabinet du chef de l'État a pris les choses en main pour piloter les négociations. À cet effet, une commission avait été créée. Une commission regroupant pratiquement beaucoup de services. Je peux vous citer le cabinet du chef de l'État, les ministres des Mines, les ministres de la Justice, les ministres des Finances, les ministres du Budget, les ministres des Commerces. Je prends la GECAMINE, je prends l'ANR, je prends les cadastres miniers. On était près de 30 services de l'État et institutions impliqués dans la commission. Donc il y a une décision prise officiellement par le directeur du cabinet du chef de l'État de créer la commission de renégociation. Et la commission était composée de près de 262 personnes, réparties comme suite. Il y a la plénière, où il y avait tout le monde, et il y a ce qu'on appelait un noyau de négociateurs, composé à peu près de 50 personnes. Puis il y avait les interfaces des Chinois dans les négociations, parce que vous ne devez pas être à 50, qui était un groupe restreint de 20 personnes conduites par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques, M. André Ouamé. C'est lui qui a conduit sur terrain les négociations. Bien sûr, sous l'impulsion du directeur du cabinet qui présidait toutes les réunions. Donc voilà comment les choses étaient organisées. Quand on arrive au résultat... Je rappelle que vous parlez de l'ancien DIRCAB, Guilain Nyimbo. Oui, quand on arrive au résultat, nous sommes au mois de janvier 2024. On arrive au résultat, nous tombons d'accord les deux parties, que voilà, le niveau des infrastructures à financer par les projets passe de 1,8 milliard de dollars à 7 milliards, soit un accroissement de 5,2 milliards de dollars américains. Quand on arrive à ces conclusions-là, nous sommes des négociateurs pour le compte de la République. La première des choses, on va rendre compte à l'autorité suprême des pays. Donc nous avions présenté les conclusions des négociations qui ont été approuvées par la plus haute autorité du pays. Et les membres du gouvernement ont été appelés maintenant à matérialiser les résultats des négociations par la signature de l'AVENA. Notez, je ne suis pas signataire de l'AVENA. J'étais négociateur, mais je ne suis pas signataire de l'AVENA parce que je n'en ai pas qualité. Alors pourquoi vous, donc, j'arrive. Je vais arriver. Oui, je vais arriver. Oui. Donc, je ne suis pas signataire de l'AVENA, mais je suis négociateur. Alors donc, les membres du gouvernement qui ont signé l'AVENA, je crois les mines, finances, budget, mines, finances, budget, je ne sais pas, plus les ITPR. Donc, ils ont signé l'AVENA avec les Chinois. Au vu des résultats, les gens ont travaillé pendant 9 mois. Les négociations ont commencé au mois d'avril 2023 pour se terminer au mois de janvier 2024. Et on amène les gens travaillaient jour et nuit, parfois en dehors des heures de service. On restait dans des réunions avec les Chinois. Vous n'avez jamais négocié avec ces gens-là. On restait parfois jusqu'à 1h, 2h du matin. Quand on amène les résultats, les négociateurs, les 262 personnes ont réclamé
une prime pour les résultats obtenus. Pourquoi ils ne touchent pas? Pourquoi ils ne touchent pas eux-mêmes auprès de la SICOMINE et ça doit passer par vous? Je vais vous donner les résultats. Vous savez, si ce travail avait été demandé à un cabinet français, un cabinet britannique, d'aller négocier avec les Chinois, ils vous ramènent les résultats, vous aurez dû payer des montants importants. Mais parce que ce sont des Congolais, vos frères, qui travaillaient de 8h à 16h, puis ils vont dans des négociations jusqu'à 2h, 3h du matin, qui vous amènent des résultats aussi extraordinaires. Ça vous fait mal que vous appreniez qu'on avait décidé que les 262 puissent bénéficier d'une prime pour avoir négocié des montants aussi importants. J'arrive maintenant sur le mécanisme. Quand les résultats arrivent, les résultats sont présentés, l'acte portant création de la commission de négociation prévoit dans son article 9 que les négociateurs auront droit à un jeton de présence du fait de leur participation aux négociations. C'est en application de cette décision-là qu'il a été décidé que les 262 négociateurs puissent bénéficier d'une petite prime pour avoir travaillé. Alors maintenant, il faut matérialiser les faits. On a 262 personnes, on calcule, celui-ci aura X montant, Y montant et tout. Nous arrivons, ce n'est même pas 30 millions, ça c'est la prédation. Ces bandits financiers-là qui ont voulu instrumentaliser cette affaire. J'arrive, on était à 24 millions. Ça, ce sont les bandits financiers qui parlaient. Donc, on arrive à ces... Et dans l'autre temps, et là, vous savez ce qu'ils ont fait dans ces pays, des choses, des énormités graves qu'ils ont fait dans ces pays. Ce sont des gens qui ne peuvent pas parler. Donc, quand on décide maintenant que les membres de la commission puissent toucher cette prime, la commission définit les mécanismes. Comment on va payer la prime? Dans l'accord SICOMINE, il est prévu ceci. Quand les deux parties, la RDC et la SICOMINE, se conviennent d'une dépense à exécuter, cette dépense-là est imputée dans les projets. C'est-à-dire, si nous nous convenons que dans le cadre de ce qu'on est en train de faire de l'avenant SICOMINE, et qu'on doit prendre 500 000 pour payer quoi que ce soit, les 500 000 est imputé dans les volets de 7 milliards des infrastructures reconnues à la RDC. Voilà pourquoi on va demander à la SICOMINE, de pas payer. Ce n'est pas SICOMINE qui a payé. C'est-à-dire, à la SICOMINE, dans les comptes de 7 milliards revenant à la RDC, de prélever ce montant-là en termes de jetons de présence qui devaient être payés à la partie congolaise pour avoir négocié pendant 9 mois. On a compris. Et j'arrive, non, je dois terminer. On a compris. Je dois terminer. Précisez seulement parce que l'émission est très... Voilà, je dois maintenant terminer. Pourquoi ça passe par l'IGF? Vous avez 262 personnes, beaucoup d'ailleurs n'avaient pas de compte bancaire. Ça, c'est pour votre information. La commission qui a été créée n'avait pas de personnalité juridique pour se faire un compte au niveau d'une banque quelconque, parce que pour aller ouvrir un compte, en tant que commission, on devait avoir une personnalité juridique. On n'a pas de compte, et il est décidé dans la commission, non, comme c'est un dossier qui a commencé avec l'IGF, les autres ont été appelés, les fonds-là vont être versés dans les comptes de l'IGF, et les comptables de l'IGF, je précise, les comptables de l'IGF vont maintenant payer tout le monde. 262 personnes ont défilé à l'inspection générale des finances. Laissez-moi terminer. Quand j'arrive à ces points-là, je préfère vraiment donner des précisions. J'ai été touché du fort de moi-même avec tous les risques que je prends pour faire ce travail. 262 personnes ont défilé à l'inspection générale des finances et nous en disposons les acquis, les listes et les acquis aujourd'hui pour toute fin utile. Chacun est venu toucher les jetons de présence. Et personne s'en est plaint. Tous les membres du gouvernement impliqués, les 8, ont touché leurs jetons de présence. La GECAMINE, tous les agents de la GECAMINE notamment l'ancien ministre des Finances du gouvernement Sama. Tous les agents, j'arrive, je ne vais pas parler des individus. Il ne faut pas personnaliser. On a fini l'émission. Je ne vais pas parler des individus. Oui. J'ai dit que tous les membres du gouvernement impliqués dans les négociations, qui ont participé, ils étaient à 8 ou 9, ont touché leurs jetons de présence. Les membres du cabinet qui ont piloté, qui ont assisté, des DIRCAB, des DIRCABA, des conseillers principaux, ils ont touché aussi. Ont touché leurs jetons de présence. J'arrive, laissez-moi terminer. La GECAMINE et tout le monde. Mais à la fin, comme toujours, lorsqu'il faut faire du buzz,
parce que on vous reproche d'avoir mal géré les choses et vous voulez retourner une patate douce que vous avez vous-même préparée contre l'inspection. Vous devez mettre Gilles Alinguete à l'avant-plan en disant Gilles Alinguete. Si vous êtes au courant de ce que j'ai touché comme jeton de présence, vous n'allez même pas, vous allez les regretter parce que, il n'y a pas quelqu'un qui a pris autant de risques dans ces dossiers pour piloter les dossiers en termes d'investigation pendant 8 mois, faire des conférences pour dénoncer les déséquilibres et appeler les pays. Pendant que j'ai dénoncé, il y a des gens qui disaient ce que je faisais là pour revisiter les contrats va créer un incident diplomatique entre les deux pays. Mais j'ai pris les risques. Et aujourd'hui, je suis fier parce que demain, vous allez rouler sur les rocades de la ville de Kiev. Vous les Kinois. J'arrive. Demain, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Demain, même ces bandits financiers-là, les prédateurs, ils vont prendre la route des rocades pour aller à l'aéroport. Et c'est dans moins d'une année. Allez visiter ce qui est en train d'être fait. Je suis fier quand je vois ça. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, je vais terminer une minute. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de faire Kalambambouge, avec le fonds de l'Avenant que nous avions négocié, je suis fier d'être Congolais. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de construire la route Mbujimaï, Kananga, parce que c'est Mbujimaï, Mweneditu, Kanyama, jusque Ngouba. C'est chez moi, ça. Quand je suis en train de voir ça, c'est là que vous avez appris que des Chinois ont été assassinés. C'est des Chinois qui sont en train de construire cette route. Quand j'apprends tout ça, avec les efforts que nous avions fournis, je suis fier de ce que j'ai fait. Et s'il faut reprendre cette expérience, je vais reprendre l'expérience. Donc, monsieur. Je ne me reproche de rien. Je considère que ce sont des aventures des prédateurs financiers bien connus de ces pays, bien identifiés, qui sont à la base de tout. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, pour finir, est-ce que vous pouvez ici, à cœur ouvert, dire aux Kinois, aux mandateurs que vous allez bientôt aller encadrer, les insuffisances relevées de la précédente patrouille financière? Voilà. Et en vous remerciant aussi. Merci beaucoup. Les insuffisances, plus particulièrement, nous avons un délai très long dans le traitement des dossiers. Donc, il y a des entreprises qui se plaignaient que lorsque les inspecteurs avaient les dossiers, ils pouvaient garder les dossiers pendant 10 jours, pendant une semaine, et cela était nuisible au fonctionnement. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément qui nous a été reproché, c'est l'attitude des inspecteurs vis-à-vis des gestionnaires publics. Condescendance. Il y a des gestionnaires publics qui disent que bon, ils ont été nommés par ordonnance présidentielle. Quand nous envoyons des inspecteurs, les inspecteurs doivent également tenir compte de leur respect. Alors, tous ces problèmes-là, nous reconnaissons que tout n'était pas parfait et qu'il y a vraiment des choses qu'il fallait améliorer. Donc, nous avions eu à organiser des séances avec les inspecteurs pour leur dire, voici les nouvelles instructions. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de courtoisie, de politesse vis-à-vis des mandataires. Surtout, vous devez savoir que quand on est contrôlé, quelque part, ça fait une nervosité. Vous devez tenir compte de ces éléments. Donc, et puis, tout faire de manière à ce que la présence de l'inspection générale des finances ne puisse pas constituer un blocage, qui est donc célérité dans le traitement des dossiers. Donc cette fois-ci, comme il y a un nombre réduit d'actes à contrôler, les 6, nous allons nous-mêmes, au niveau directionnel, nous impliquer pour suivre de près la situation de manière à ce que ce qui a été reproché à l'inspection générale des finances ne revienne pas. Mais le plus important aussi, il faut regarder les résultats que tous ces contrôles-là ont donné et ces résultats qui ont motivé aujourd'hui son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à faire encore appel à l'inspection générale des finances pour s'impliquer aussi bien dans la mobilisation des recettes que dans la rationalisation de la dépense. L'émission est terminée. Mettez-vous debout. J'ai une question, une dernière. Merci. Vraiment une dernière question. Je vous la pose doucement parce que vous avez été suivi là par les Congolais qui ont presque avalé votre prédication des messieurs qui traquent les voleurs. Vous savez qu'il y aura le gouvernement d'union nationale bientôt? Oui, je sais. Imaginons, j'ai dit imaginons. Moi j'ai réfléchi les yeux ouverts. Gilles Alinguete, Premier ministre. Et Gilles Alinguete
qui doit contrôler les membres du gouvernement de l'Union nationale, dont les opposants, qui ne peuvent pas être chassés du gouvernement parce qu'ils ont volé quelque chose. Faites votre choix. Vous devez savoir tout d'abord que être appelé à exercer une fonction politique, c'est une décision du chef de l'État. Qui nous suit? Oui. Moi, je suis un haut fonctionnaire à la disposition de la République et à la disposition du chef de l'État. Mais si vous demandez mon point de vue, ok, en tant que Jules Alinguete, être membre du gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Ok, faire partie du gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Je suis très à l'aise en faisant mon travail d'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances. Je suis très à l'aise et mon plus grand souhait, ok, en tant qu'un fonctionnaire, c'est de terminer ma carrière dans les contrôles, d'apporter ce que je peux apporter. Comme aujourd'hui, je peux m'estimer avec toute modestie de dire que je suis parmi les acteurs qui ont activé les contrôles a priori, qui ont mis en place la patrouille financière, qui ont apporté beaucoup d'innovations dans les déroulés des contrôles des finances publiques. Donc, ma plus grande satisfaction, c'est de terminer ma carrière de haut fonctionnaire. Est-ce que vous allez contrôler les opposants qui vont être dans le gouvernement de l'Union nationale? Référez-vous à ce que je vous avais dit en 2021. Oui. Il y a certains d'entre vous qui étaient là. Oui. Pour nous, ce que nous suivons, c'est les détournements des deniers publics. Que ça vienne de l'union sacrée, que ça vienne de qui que ce soit. D'ailleurs, n'en parlait même pas. Si nous avons des démêlés avec ceux qui sont de l'union sacrée, en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics, que dire des opposants? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse saluer vos gens qui vous applaudissent maintenant. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous dire que l'émission était en direct, naturellement, et que Jules Alinguete, qui n'a pas du tout dérogé à la règle, était à cœur ouvert avec vous. Et vous avez vu que pendant plus d'une heure, nous avons parlé vraiment et très franchement de la lutte contre la corruption et des nouvelles mesures de la patrouille financière avec les gens de l'IGF, qui vivent bien, hein. Moi, je vous vois, hein. Vous êtes bien les gens de l'IGF. Moi, vous ne m'avez pas applaudi. Hein. Voilà. Merci beaucoup, l'émission est terminée.